Bonjour à tous et à toutes. Au nom de la Fondation pour la conservation du saumon atlantique, soyez les bienvenus. Cette série est rendue possible en partie grâce aux contributions du gouvernement du Canada. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Maxime Boivin. Il est titulaire d'un doctorat en sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Rimouski et d'un doctorat en géographie à l'École normale supérieure de Lyon en France. Depuis 2009, il a été un des premiers au Québec à travailler sur la dynamique de bois en rivière et ses travaux sont reconnus tant au Québec qu'à l'échelle internationale. Il est actuellement professeur de géographie physique à l'Université de Québec à Chicoutimi, où il se spécialise en recherche sur l'hydrogéomorphologie, l'écogéomorphologie et à la gestion des cours d'eau. Il travaille sur plusieurs projets de recherche touchant la dynamique de bois en rivière, le transport sédimentaire et la restauration des processus naturels, particulièrement dans les rivières à saumon de l'Est du Québec. Avant de commencer, veuillez noter que la période de questions et réponses sera à la fin de la présentation. Sans plus tarder, je passe maintenant la parole à M. Poivin. Parfait, merci beaucoup. Merci pour l'invitation pour venir présenter ce guide. Donc, pour la présentation, là, je vais fermer ma caméra, ça va être moins dérangeant. Donc, aujourd'hui, je viens vous présenter un guide d'analyse sur la dynamique du bois en rivière et d'outils d'aide à la décision qu'on a développé dans les dernières années en collaboration là, avec des collègues de l'Université du Québec à Rimouski, dont Maxime Maltais, qui était étudiant à la maîtrise avec moi et Thomas dans les dernières années, qui est maintenant agent de recherche avec Thomas Buffin-Bélanger à l'UQAR. Donc, c'est un travail conjoint là, qu'on a réalisé dans les dernières années. Et ce guide d'analyse et d'aide à la décision là, a été publié en 2019 et a été financé là, par le Conseil de l'eau du Nord de la Gaspésie, la Fondation de la faune du Québec et l'UQAC-UQAR qui ont participé à ce projet-là. Donc, aujourd'hui, l'objectif de ma présentation est de vraiment vous présenter ce nouveau guide là, qui est apparu l'année dernière et accessible à tous et des connaissances de base sur les bois en rivière et finalement l'outil d'aide à la décision qu'on propose pour aider les gestionnaires de cours d'eau, autant les gestionnaires pour les volets davantage de sécurité civile, mais aussi pour les gestionnaires, là, par exemple, de pêche au saumon, pour estimer est-ce qu'un embarque devrait être démantelé ou devrait être conservé, considérant là, les avantages écosystémiques. Donc, je vous ai mis le lien ici. Le guide est accessible directement en ligne là, sur le site de mon laboratoire, le LERGA, où vous avez accès à la dernière version à jour, autant du guide que de l'outil, parce on veut que cet outil-là soit un outil évolutif là, dans le temps. Donc, avec les apports qu'on a des utilisateurs, ben, on peut améliorer les questions, améliorer la précision, par exemple, lorsque ça peut être compliqué. Premièrement, qu'est-ce que le bois en rivière? Donc, généralement, on va classer deux types de bois en rivière. Donc, les bois individuels qui vont être considérés d'un tronc vont être davantage reconnus pour être mobiles, étant donné qu'ils ont peu d'ancrage, donc peuvent être mobilisés lors des périodes de crue, mais aussi peuvent, ces bois individuels, initier l'accumulation de plus de bois là, qui proviennent de l'amont du système. Donc, vous avez un exemple ici là, d'un bois sur un banc d'accumulation qui va être remobilisé probablement lors de la prochaine période de crue. Au niveau de l'embarque, on va parler d'une accumulation de minimum 3 bois individuels connectés ensemble, d'1 mètre de longueur et de 10 cm de diamètre là, au niveau des pièces. Et là, encore là, au niveau des accumulations d'embarque, ça peut être de différentes tailles, donc aussi petits comme on peut voir ici sur la photo à votre droite, ou sinon des embarques un peu plus impressionnants, ou voir en même temps des énormes rafles là, comme celui sur la rivière Saint-Jean, que je sais qu'il y a déjà eu un webinaire là, sur ce sujet dans les dernières années. Donc, moi, j'ai fait mon doctorat là, sur la dynamique des bois dans la rivière Saint-Jean, qui est un cas assez complexe là, à l'échelle internationale. Et c'est un peu à partir de ce moment-là qu'on a commencé à s'intéresser à la dynamique là, du bois en rivière dans l'Est du Québec, l'Est du Canada. Donc, depuis 2009-2010, que nous, on effectue là, des inventaires interannuels de bois dans 3 rivières de l'Est du Québec. Maintenant, 4, là, on a un nouveau projet de maîtrise là, qui est démarré sur la petite Cascapédia l'été passé. Donc, depuis 2010, qu'on réalise là, des suivis interannuels, entre autres pour la rivière Saint-Jean, où on avait une problématique d'accumulation majeure de bois, où on avait plus de 3 km d'accumulation de bois dans l'embouchure de la rivière Saint-Jean. Et il y avait des
des questionnements et des inquiétudes là, face à l'activité de pêche, particulièrement pour la montaison et la dévalaison du saumon. Donc, on a travaillé sur la rivière Saint-Jean depuis 2009-2010. Rivière Neigette, qui était davantage liée à une problématique de sécurité civile, donc au niveau du libre circulement des écoulements et des risques d'inondation, où nous, on a travaillé, où on a fait des suivis interannuels afin de connaître la dynamique interannuelle de ces embarques de bois. Et la rivière Mont-Louis, où Maxime Maltais, qui est co-auteur avec nous sur ce guide, réalisé un suivi interannuel qui s'est poursuivi là, suite à sa maîtrise. Donc, on est rendu à 5 ans de suivi là, sur la rivière Mont-Louis, où la problématique était davantage liée à l'érosion latérale, donc à la mobilité du cours d'eau, et au fait qu'il y avait une augmentation là, significative là, des volumes en bois dans le cours d'eau, identifiés par les acteurs locaux depuis 2004. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est vraiment intéressé là, à la dynamique du bois là, dans les cours d'eau de l'Est du Québec, particulièrement du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. On ne se cache pas, nous, on a une certaine vision des bois en rivière. Donc, nos connaissances sont basées, mis à part que j'ai fait mon doctorat en France, où j'ai travaillé aussi sur la dynamique du bois en rivière, les données dans le guide et les projets qu'on a réalisés au Québec sont dans des rivières graveleuses des Appalaches, qui sont considérées comme étant des rivières très mobiles. Donc, qui dit mobile avec de l'érosion latérale dit beaucoup de bois dans les cours d'eau. Mais l'outil et le guide qu'on vous propose est basé sur la littérature, donc littérature là, à l'échelle internationale, donc applicable partout. Et on a des collaborateurs là, qui utilisent ce guide-là dans différentes rivières du Québec et dans différents contextes. Dans un contexte où on a une augmentation des bandes riveraines par le reboisement, par l'augmentation des restrictions liées aux lois près des cours d'eau, on doit s'attendre à avoir plus de bois dans nos cours d'eau et on voit qu'on a une augmentation là, depuis les 50-60 dernières années de volume de bois dans nos cours d'eau. Et dans les Appalaches, beaucoup de bois qu'on retrouve, là, on est dans des cas dans le monde où on a les volumes de bois les plus élevés. Donc, une problématique qui est quand même présente. On a aussi notre vision de l'œil du géomorphologue, si on peut dire, avec un penchant en éco-géomorphologie, où nous, on est davantage dans l'optique d'avoir le moins d'intervention possible dans les cours d'eau afin de conserver ou de restaurer là, les processus hydrogéomorphologiques naturels dans ces cours d'eau-là. Et il y a plusieurs autres points de vue qui peuvent avoir attrait directement à la dynamique des bois en rivière, dont les aménagistes qui travaillent par exemple dans les MRC, les ingénieurs, les biologistes. Donc, plusieurs perceptions et plusieurs apports aussi où on a intégré dans la littérature qui proviennent de ces différentes sphères-là. Le bois en rivière et hydrogéomorphologie, quel est son impact? Ben, son impact peut se faire à multiples échelles spatiales et temporelles. Donc, les effets d'un embarque de bois peuvent se faire à l'échelle d'un site en particulier, à l'échelle d'une section de quelques centaines de mètres, quelques kilomètres sur un cours d'eau, à l'échelle d'un corridor fluvial de 30, 40, 50, 100 kilomètres, et voire même à l'échelle des bassins versants, où l'impact va être différent si on est en amont d'un bassin versant ou si on est en aval, donc tout simplement, par exemple, en lien avec la largeur du cours d'eau. Une des problématiques des embarques de bois, bien, c'est leur mobilité. Donc, les embarques et les bois individuels vont être mobiles et ils peuvent être produits et accumulés un certain temps dans des secteurs où il n'y a aucune sensibilité, où il n'y a aucune problématique réelle, soit en lien avec le saumon ou en lien avec la sécurité civile, mais peuvent être mobilisés et déplacés là, dans des secteurs plus en aval où ils peuvent devenir une problématique pour la gestion du cours d'eau. Quelques problématiques potentielles où des embarques de bois peuvent générer de l'érosion des berges, par exemple, peuvent créer des inondations. Donc, on peut avoir de l'écoulement qui peut être retenu en amont d'embarques important. Et lorsque ces embarques-là vont céder, peuvent créer une vague de sédiments, une vague d'eau qui peut déferler vers l'aval. Permet aussi l'accumulation de sédiments en amont de ces accumulations-là et peut créer là, des surcreusements ou des élévations du lit, donc peut amener des problématiques. Quelques dangers multi-usages aussi, donc au niveau, par exemple, des canots, kayaks, pêcheurs de saumon, par exemple, où ces embarques-là peuvent être instables, peuvent créer là, des risques pour les multi-usages sur les cours d'eau. Mais d'un autre côté, plusieurs avantages écosystémiques aussi sont attribués aux embarques de bois en rivière et à la présence de bois dans les cours d'eau. Entre autres, à l'inverse, ça peut protéger les berges, ça peut diminuer l'incision, diminuer le transfert de sédiments, donc ralentir le transit sédimentaire, créer des habitats aquatiques, augmente la géodiversité, donc automatiquement peut augmenter la biodiversité et peut aussi diminuer le pic de crue et même recharger la nappe phréatique lorsqu'on regarde la littérature.
Donc, d'avoir les connaissances de base et d'intégrer la dynamique du bois dans la gestion des cours d'eau, dans la mécanique d'une rivière, mais permet d'avoir une meilleure gestion et aussi de diminuer le risque ou tout simplement de ne pas enlever les avantages écosystémiques, par exemple en démantelant un embarque. Si on regarde au Québec la gestion, si on regarde au niveau des MRC, donc des municipalités régionales de comté, dans la loi, tout MRC doit réaliser les travaux requis pour rétablir l'écoulement normal des eaux d'un cours d'eau lorsqu'elle est informée de la présence d'une obstruction qui menace la sécurité des personnes. Donc, dans ce contexte-là, les embarques de bois en rivière peuvent être perçus comme étant une menace là, pour la sécurité des personnes et comme un élément qui peut obstruer le libre écoulement de l'eau. Donc, ça amène dans plusieurs cas un démantèlement de ces embarques-là. De plus en plus d'études, comme j'ai dit précédemment. Donc, nous, on a commencé à travailler en 2009-2010 sur la rivière Saint-Jean et par la suite, là, plusieurs projets qui se sont développés au Québec jusqu'à tout récemment, là, avec un dernier projet sur la rivière Port-Daniel, un projet en collaboration avec la CEPAC. Mais à l'inverse, peu d'outils de gestion des embarques de bois au Québec et dans le monde. Donc, si on regarde au Québec, le seul guide qui était disponible avant celui qu'on vous propose, qui était un guide technique sur le démantèlement d'embarques. Donc, c'était réellement précisé pour le démantèlement d'embarques qui date de 1997. Et sinon, plus récemment, Ellen Wall et collaborateurs là, ont publié un outil là, en 2016 pour analyser là, la dynamique des bois en rivière. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a de moins en moins de bois dans nos cours d'eau, ou si on regarde à l'échelle internationale, c'est que lorsqu'on regarde la perception que les gestionnaires ou que la population en général ont sur la présence de bois dans les cours d'eau, mais on se rend compte que la perception des risques est généralement plus élevée lorsqu'on a présence de bois dans les cours d'eau. Si vous regardez la figure ici, où les chercheurs ont travaillé à présenter différents cas de figure sur des photographies à différents groupes, donc des gestionnaires, des étudiants, de la population en général, automatiquement, ici, on a le niveau de risque perçu par la personne qui regarde la photo. On remarque que l'ensemble des secteurs où on a une perception plus élevée du risque, c'est lorsqu'il y a un embarque de bois dans le cours d'eau, mis à part un immense rapide qu'on peut retrouver sur la photo Q, par exemple. Donc, qu'est-ce qui ressort de ça, c'est que les décisions d'intervention peuvent reposer sur cette perception négative que les individus ou que les gestionnaires peuvent avoir là, sur la présence de bois dans les cours d'eau. Et aussi, on remarque que, en analysant les données, que les cours d'eau qui ont du bois dans son chenal paraît moins esthétique et plus dangereux pour la population. On a réalisé le même exercice au Québec où on a fait circuler là, un questionnaire. Peut-être que certains d'entre vous avaient répondu à ce questionnaire-là, où on a eu 70% de répondants, dont 3% de ZEC et 7% là, de répondants qui provenaient d'OBNL, de gestion du saumon. Et on remarque qu'on a une représentation négative aussi au Québec là, de l'ordre de 57% et seulement une perception positive du bois en rivière là, de 9% au Québec. Donc, ça montre qu'il y a quand même une perception négative là, de la présence de bois qui peut aussi favoriser le démantèlement systématique là, des embarques de bois en rivière. Il en ressort aussi dans l'analyse qu'on a réalisée là, à partir des questionnaires qu'il y a un besoin de lignes directrices et d'un guide d'intervention pour aider à la prise de décision là, dans le contexte d'un retrait ou d'un maintien d'un embarque dans un cours d'eau. Donc, 80% des répondants ont eu à se positionner directement lors de la situation qui impliquait des embarques de bois dans leur cours d'eau, majoritairement pour des questions de sécurité civile et de libre écoulement là, dans le contexte de pêche au saumon, par exemple. Et la majorité des cas où les gens ont dû se positionner, ça a été un retrait du bois plutôt que d'un maintien. On regarde qu'au Québec, il y a plusieurs cas de gestion en lien avec la présence de bois dans les cours d'eau, dont des projets sur des problématiques de montaison, d'évalaison du saumon, entre autres, comme je vous disais, sur la rivière Port-Daniel, où on réalise un projet actuellement. Projet sur la rivière Saint-Jean qui a été relativement connu. Des cas d'inondation exacerbée en Gaspésie à Rivière-au-Renard en 2007. Le décès malheureusement d'un enfant là, lié à un embarque de bois là, sur la rivière Nouvelle en 2002. Des problématiques d'érosion, barrage Hydro-Québec, Rio Tinto, qui doivent faire du nettoyage, qui doivent retirer ces embarques-là. Donc, quelques cas de gestion là, qui peuvent devenir problématiques. On a aussi une prédominance de l'ingénierie et des approches dites dures ou lourdes, donc où généralement on va davantage enrocher les cours d'eau, on va retirer les embarques de bois. Donc, on a une forme de prédominance là, dans la gestion des cours d'eau.
Donc, cette dynamique-là, autant dans des cours d'eau qui sont déjà des environnements complexes, ben, ça ajoute de la complexité qu'on doit analyser et l'outil qu'on propose là, se veut d'intégrer cette complexité-là. Quelques commentaires là, qui étaient ressortis des enquêtes qu'on avait réalisées en 2018, où c'était les risques de poursuite là, qui étaient mis de l'avant par les répondants. S'il y a le moindre risque, il y a intervention. Il y avait un besoin aussi de savoir est-ce que ça justifie une intervention dans un cours d'eau, est-ce qu'on doit conserver ces embarques-là. Donc, c'est à partir de ces prémices-là qu'on a développé l'outil qu'on propose. Donc, à l'intérieur du guide, on présente aussi la dynamique naturelle des cours d'eau et la dynamique du bois en rivière afin de donner les connaissances de base là, aux gestionnaires de cours d'eau et à la population en général là, pour pouvoir bien analyser une problématique en tant que telle. Donc, le bois en rivière va avoir va interférer, va jouer sur les structures d'écoulement, sur les débits, sur les vitesses d'écoulement, sur le transport des sédiments aussi et sur les formes du lit, donc sur l'accumulation qui va permettre de créer des bancs d'accumulation, par exemple. Donc, pour une gestion durable des cours d'eau, on doit prendre en compte la restauration et le maintien des processus fluviaux. Et cela va inclure la présence de bois en rivière. Ça va inclure l'érosion des berges qui va apporter des bois dans les cours d'eau. Et ça implique aussi d'avoir le moins de structures possibles statiques, étant donné qu'on est dans des environnements naturels et dynamiques. Donc, on doit éviter le plus possible d'avoir des structures statiques. Et les embarques de bois, même, je vais vous présenter des exemples de cas où on fait de la réinsertion de bois dans les cours d'eau. Bien, ces embarques de bois-là peuvent servir à stabiliser un cours d'eau, mais en maintenant quand même un degré minimum là, de processus naturel hydrogéomorphologique. Qu'est-ce qui amène une complexité avec les embarques de bois en rivière? C'est que le bois est capable de tout et de ce contraire. Donc, peut avoir autant des avantages que des inconvénients. Donc, ça amène une complexité au niveau de l'analyse pour savoir quel est l'impact d'un embarque et est-ce qu'on doit retirer, par exemple, un embarque. Si on y va, par exemple, donc ici, vous avez les différentes composantes de la dynamique fluviale, donc hydraulique, morphologie, hydrologie, de l'échelle du site, vraiment comme un site précis, jusqu'à l'échelle du bassin versant. Mais on voit qu'au niveau hydraulique, ben, les embarques de bois peuvent générer la concentration de l'écoulement. Donc, ça peut engendrer de l'érosion concentrée à un endroit en particulier. Par la suite, peut créer une diffusion de l'écoulement, donc faire en sorte que l'écoulement va être redirigé de chaque côté, donc peut autant concentrer que créer une diffusion de l'écoulement. Au niveau morphologique, encore là, l'embarque peut générer de l'érosion en redirigeant l'écoulement sur une berge ou peut générer de l'accumulation d'un autre côté en bloquant le transit sédimentaire de l'amont qui descend vers l'aval. Et à l'échelle hydrologique et bassin versant, ben, ça peut accélérer l'écoulement. Donc, comme je vous parlais, où on peut avoir des embarques de bois qui peuvent céder, ben, ça peut accélérer, créer une vague d'eau qui peut descendre vers l'aval. Et à l'inverse, ça peut aussi atténuer. Donc, si on a une grande quantité de bois dans le cours d'eau, mais ça peut ralentir les écoulements et donc diminuer la réponse hydrologique du cours d'eau. Et par le fait même, diminuer, par exemple, le risque d'inondation en aval. Donc, vous voyez un peu la complexité où on peut avoir autant d'un côté que de l'autre. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on croyait nécessaire d'avoir un outil qui permet de différencier cette complexité-là et de pouvoir se positionner un peu plus objectivement. Donc, il faut garder en tête à la base que le bois en rivière est naturel, où on va avoir des volumes de bois qui vont être produits et qui vont tomber dans le cours d'eau, donc qui peuvent être produits par l'érosion des berges, la migration latérale, des tempêtes de vent, par exemple, qui peuvent apporter des volumes de bois, des glissements de terrain. Donc, tout ça, on va considérer ça comme étant les volumes qui sont produits à l'intérieur d'un bassin versant. On va avoir les bois qui vont être accumulés, donc qui vont être accumulés dans le chenal, directement par exemple sur les bancs d'accumulation ou dans le cours d'eau en tant que tel, sur la plaine alluviale, à l'intérieur d'un delta. Donc, c'est des volumes de bois qui ont été produits, qui ont été transportés et déposés par les crues et ils sont en attente d'une crue prochaine pour être transités vers l'aval lors d'une prochaine crue. Donc là, on arrive aux volumes qui sont en transit, donc qui sont déplacés graduellement au fil des crues et qui descendent jusqu'à l'aval du système ou finalement qui vont être évacués, donc évacués complètement du système, soit par le transport fluvial ou encore là, ils peuvent rester stockés à l'intérieur du bassin versant et se décomposer ou se fragmenter à l'intérieur même du système sans être évacués du système. Donc, ça fait partie de la dynamique naturelle historique de nos cours d'eau à l'échelle mondiale.
Si on regarde au niveau des effets hydrauliques, parfois, ça peut augmenter la fréquence des inondations, mais peut aussi écrêter le pic de crue. Donc, si on regarde sur la figure ici, où on a la fréquence de bois par 100 mètres de rivière, on voit que la réponse hydrologique du cours d'eau augmente plus on a un volume de bois, une fréquence de bois dans le cours d'eau. Donc, si on voit que la réponse hydrologique à l'échelle d'un bassin versant peut être ralentie par la quantité de bois qu'on va avoir, ici basée seulement sur 5 rivières, mais ça donne quand même un premier aperçu, peu d'études qui sont réalisées sur les effets hydrauliques. Donc, on peut voir, par exemple, ici sur l'hydrogramme de crue, où un bassin versant sans embâcle de bois peut avoir une réponse hydrologique plus rapide, donc plus intense ici, et à l'inverse, lorsqu'on a un volume de bois plus important, peut écrêter le pic de crue et permettre d'étaler la crue sur une plus longue période de temps, donc de diminuer l'intensité maximale d'une crue en tant que telle. Pour garder en tête aussi que les embâcles sont des éléments poreux dans un environnement fluvial, donc les risques sont relativement faibles pour la montaison, dévalaison de toute espèce de poisson. Les hauteurs d'embâcles qu'on va avoir vont généralement ne pas obstruer la montaison ou la dévalaison. Et le saumon, par exemple, va toujours réussir, dans la majorité des cas, à se trouver un chemin là, pour passer au travers de ces embâcles-là. Parfois, ça peut prendre un peu plus de temps, mais il va toujours finir là, par y arriver. Et les avantages écosystémiques là, peuvent compenser là, cette montaison qui peut être plus longue, par exemple. Un exemple ici sur la dynamique sédimentaire. Donc ici, la figure présente des exemples avec des barrages de castor, mais on pourrait remplacer les barrages de castor par des embâcles de bois. Ou un exemple ici aux États-Unis où les barrages de castor ont été utilisés dans un cours d'eau où on avait une forte incision, donc une érosion verticale à l'intérieur du cours d'eau. Donc le cours d'eau s'incisait ici, où on a placé des barrages de castor pour favoriser l'accumulation de sédiments à l'intérieur du système afin de stopper cette érosion verticale dans un cours d'eau. Donc, les embarques de bois peuvent aussi jouer ce rôle-là, où ça ralentit l'écoulement de l'eau. Donc, en ralentissant l'écoulement de l'eau, permet aux sédiments de se déposer en amont de ces structures d'embarques-là. Le bois, comme les barrages de castor, peut arrêter aussi les processus d'incision, voire de le diminuer. Dans un contexte, par exemple, d'un cours d'eau qui pourrait être en déficit sédimentaire, une des solutions pourrait être d'intégrer du bois dans le cours d'eau pour diminuer cette incision-là. Et aussi, les bois peuvent protéger les berges de l'érosion. Donc, souvent, les embarques vont aller se positionner dans les boucles de méandres concaves et vont ralentir l'écoulement qui va venir frapper sur cette berge-là. Donc, peut ralentir ou voire même stopper l'érosion dans une boucle de méandre. Dynamique et biodiversité fluviale. Donc, trois exemples ici d'embarques de bois schématisés et impact sur le cours d'eau. Donc, par exemple, ici où on a un embarque de bois qui peut créer, rediriger l'écoulement sur le lit du cours d'eau, générer un creusement de cette portion-là, donc de créer, par exemple, une nouvelle fosse à partir de la présence d'embarques de bois. Même chose ici, où on peut avoir l'accumulation de sédiments en amont d'une structure d'accumulation en bois, créer, une chute en aval de ces structures-là et favoriser, par exemple, encore là, la création d'un surcreusement qui pourrait se développer là, sous forme d'une fosse. Et par exemple, dans un autre contexte ici à droite, où l'embarque peut rediriger l'écoulement sur un certain côté, donc peut être utilisé dans des contextes de cours d'eau linéaires où on voudrait, par exemple, ramener des processus hydrogéomorphologiques de migration latérale du cours d'eau, où vous avez de l'érosion d'un côté et la protection et l'accumulation sédimentaire de l'autre. Donc, un peu des exemples ici d'impact d'embarques qui peuvent créer des surcreusements à la base de ces embarques-là, ou encore créer des accumulations sédimentaires en amont qui pourraient, par exemple, contenir des sédiments qui pourraient être utilisés pour la fraie, par exemple, avec un secteur de fosse en aval. Et un autre exemple ici où on a protection de berge et redirection de l'écoulement. Donc, des effets multiples et simultanés sur la dynamique sédimentaire, sur l'écoulement, qui va se manifester dans un espace relativement rapproché de l'endroit où se situe un embarque de bois, va créer des formes et des processus variés et hétérogènes. Donc, généralement, dans la littérature, qu'est-ce qu'on observe? C'est que lorsqu'on a une augmentation de la géodiversité, on va avoir une augmentation de la biodiversité. Et
l'augmentation de la géodiversité passe aussi par la présence là, de bois dans le cours d'eau qui va amener des processus variés et hétérogènes à l'échelle d'un bassin versant, à l'échelle d'un site, à l'échelle d'un corridor fluvial, par exemple. Un exemple ici d'un cours d'eau en Angleterre dans les années 80 et 90, où vous avez en premier cas ici en 1982 un cours d'eau où il y avait eu aucun nettoyage, aucun entretien, aucune gestion des embarques de bois, où on voit qu'il y avait une multitude de formes. Donc, par exemple, les P représentent les fosses, les C représentent les embarques complets, les P les embarques partielles. Vous avez la présence de bancs d'accumulation. Et à partir des années 90, il y a eu un nettoyage systématique qui s'est fait dans ce cours d'eau-là. Et on peut voir assez rapidement qu'on a une perte d'habitat, une perte de géodiversité au niveau des formes à l'intérieur de ce bassin versant-là. Vous voyez que les embarques complets ont été complètement retirés. Donc, on voit assez rapidement, en une période de 10, 12 ans, 14 ans, une diminution de la superficie des fosses, une diminution des bancs d'accumulation qui se retrouvent, des secteurs où on perd complètement des fosses et une perte de géodiversité qui amène une baisse de biodiversité à l'intérieur de ce cours d'eau-là. À l'inverse, lorsqu'on passe d'un cours d'eau qui avait une gestion des embarques de bois et qu'on arrête cette gestion-là, ce retrait systématique-là, ben on voit le retour là, de fosses plus étendues, plus profondes, donc qui augmente la géodiversité et par le fait même augmente la biodiversité. Dynamique et biodiversité fluviale, ben, au niveau de l'hydraulique, on voit que la présence d'embarques de bois amène des zones de repos pour les différents stades d'évolution, par exemple du saumon dans les cours d'eau. Ça amène aussi des zones d'alimentation, autant en lac qu'en rivière, pour par exemple l'ombre chevalier, développement d'algues aussi, qui va être lié directement à la présence de bois dans les cours d'eau. Au niveau morphologique, bien, ça va créer des berges en surplomb qui peut engendrer des refuges thermiques lors des périodes d'étiage durant la période estivale. Peut favoriser aussi la création de zones de reproduction, d'îlots végétalisés qui vont encore là augmenter les zones d'ombre, qui vont avoir un impact sur les refuges thermiques. Au niveau hydrologique, on remarque dans la littérature qu'il y a une recharge de la nappe phréatique qui est observée lorsqu'on a une grande quantité de bois dans les cours d'eau, peut protéger les juvéniles durant la période de crue en créant des secteurs où les écoulements vont être ralentis, donc peut permettre des zones de repos et préserve les habitats, là, comme on a vu dans le cas en Angleterre de cours d'eau sans entretien d'embarques de bois. Donc, lorsqu'on regarde au niveau de la littérature, qu'est-ce qu'on observe? Lorsqu'on a des embarques de bois en rivière et une quantité de bois dans les cours d'eau, ben on remarque qu'il y a une plus grande diversité de poissons. Donc ça, c'est basé sur la littérature autant en lac qu'en rivière. Plus grand nombre de poissons aussi en termes de nombre, plus grande variété d'habitats. On a une déposition de sédiments variés qui est favorable pour la fraie. Protection durant les crues pour les juvéniles, protection aussi contre les prédateurs, refuge thermique à l'étiage et production de nourriture dans les différents environnements. Donc, si on peut avoir quelques éléments à retenir, c'est que les bois vont exercer une influence sur le dynamisme des cours d'eau en amenant une complexification de la structure de l'écoulement, de la dynamique sédimentaire et de la morphologie du cours d'eau. La présence de ces bois vont représenter un avantage écosystémique considérable basé sur la revue littérature. Le niveau d'influence du bois va relever principalement de la proportion du chenal qui va être obstrué, de son positionnement, de sa dimension, de sa stabilité et de la complexité des formes d'embarques qu'on va avoir dans un cours d'eau. Donc, dans une démarche qui vise le maintien d'un habitat aquatique de qualité et diversifié, ou encore là, dans des contextes de restauration de cours d'eau, bien, le bois en rivière devrait autant que possible être maintenu au sein des cours d'eau, sauf dans des cas où c'est considéré comme étant une menace pour la sécurité civile. Si on regarde un peu le cadre de gestion actuel et récent, ben, les directives, autant pour l'habitat que pour le libre écoulement de l'eau, font généralement la promotion du nettoyage des embarques de bois en rivière. Pour la Fondation de la Faune, pendant longtemps, le financement des projets est attribué en fonction des résultats attendus. Par exemple, au nombre de mètres de cours d'eau qui étaient nettoyés, du nombre de barrages de castors démantelés, d'embarques démantelés. Donc, maintenant, il y a un changement là, à la Fondation de la Faune où les processus hydrogéomorphologiques là, sont davantage pris en compte. Qu'est-ce qui, selon nous, va améliorer
la dynamique naturelle des cours d'eau et par le fait même l'habitat pour le poisson. Donc, on n'avait aucune donnée scientifique et qui montrait que le fait de démanteler des embarques favorisait l'habitat pour le poisson ou favorisait la biodiversité. Et les recherches montrent que les avantages écosystémiques des bois en rivière sont supérieurs aux effets néfastes qu'on peut avoir sur certains sites. Dans plusieurs pays, on était dans un contexte pendant longtemps, par exemple en Europe ou aux États-Unis, où on retirait généralement systématiquement les embarques de bois en rivière. Et aujourd'hui, on a plusieurs projets de réintroduction de bois dans les cours d'eau où on va remettre du bois artificiellement, donc des arbres qu'on va aller récupérer dans certains secteurs un peu plus sensibles et où on va les déposer dans le cours d'eau. Pardon. Donc, si on regarde l'effet d'un démantèlement sur la dynamique d'un cours d'eau, on remarque que lorsqu'on retire un embarque, ici c'est un exemple d'un embarque qui a été retiré par exemple sur la rivière Neigette. Il y a plusieurs autres cas de figure là, ailleurs dans le monde. Lorsqu'on retire un embarque, l'embarque avait un effet sur le ralentissement de l'écoulement, donc c'est un élément de rugosité au niveau du chenal. Mais en retirant l'embarque, on apporte une augmentation des vitesses d'écoulement qui va apporter des sédiments en aval et qui va se traduire là, par le comblement d'une fosse qui était créée à la base par la présence d'un embarque. Donc, perte d'habitat dans le contexte où on démantèle un embarque. Donc, par cette modification de la complexité, on vient faire en sorte que le lit est beaucoup plus linéaire, que le lit a beaucoup moins de géodiversité. À l'international, comme je vous disais, on est davantage dans une optique là, de réintroduction des bois qui fait partie des stratégies de restauration active des cours d'eau. Donc, différents modèles là, qui sont développés ou différentes tailles là, qui sont utilisées. Vous avez ici des exemples d'embarques de bois qui sont attachés avec des pierres sur le lit du cours d'eau. Cette réintroduction de bois dans les cours d'eau va être utilisée autant pour la stabilisation de berges, donc où on va utiliser pour limiter ou diminuer les processus d'érosion sur une berge, mais à l'inverse d'un enrochement, par exemple, avec la stabilisation par des embarques de bois, on va conserver une forme de rugosité au niveau du chenal. On conserve un aspect naturel, mais on va quand même diminuer ou voire même arrêter l'érosion sur une berge qui pourrait être problématique. Les embarques de bois aussi sont utilisés pour l'aménagement écosystémique où on va installer des embarques pour rétablir ou maintenir des fonctions écosystémiques, pour engendrer une complexité au niveau de l'habitat et ainsi favoriser la diversité des espèces là, lors des différents stades de développement. Un exemple ici qui date quand même du début des années 2000, donc déjà là, depuis plusieurs années là, que ces méthodes-là qui sont utilisées, donc dans l'État du Michigan, où on a déposé là, plusieurs troncs, soit sous forme de bois individuels ou d'embarques, pour augmenter la biodiversité au niveau de ces cours d'eau-là. Donc on récupérait du bois dans des secteurs où on était, si on peut dire, en surplus de bois et on les amenait dans des secteurs où les bois avaient été retirés historiquement. On l'utilisait aussi pour diminuer l'érosion des berges dans des secteurs un peu plus sensibles et pour contrôler les vitesses d'écoulement. Donc, au total, on parle de 2250 troncs qui ont été déplacés sur la rivière aux Sables aux États-Unis, donc dans l'État du Michigan, et 840 sur la rivière Manistee là, en 2000 et 2008. Et les résultats ont montré qu'on avait une augmentation de la biodiversité et géodiversité. Autre exemple ici, encore là aux États-Unis, donc où on a utilisé des embarques de bois un peu plus grossiers, un peu plus de taille impressionnante pour stabiliser les berges là, à partir d'embarques attachées pour éviter que ces embarques-là soient mobilisées vers l'aval dans des secteurs qui pourraient devenir plus sensibles. Donc, ça nous permet quand même de conserver les processus hydrogéomorphologiques, permet lors des périodes de crue, lorsque les niveaux d'eau sont plus hauts, de rediriger l'écoulement, par exemple, sur le lit, donc il pourrait favoriser le maintien d'une fosse à la base de cet embarque-là. Et ça permet là, quand même de répondre à la problématique qui était une problématique d'érosion dans ces secteurs-là. Il en ressort au niveau des différentes enquêtes qu'on a réalisées qu'il y avait un besoin au niveau d'un guide qui présente les saines pratiques en termes de gestion du bois qui pourrait être fourni aux gestionnaires de cours d'eau, autant pour un aspect de sécurité civile que pour les aspects hydrogéomorphologiques, que pour les aspects biologiques.
Une des questions qui nous est souvent posée, à partir de quand une accumulation de bois dans le cours d'eau peut être considérée comme étant problématique, puis dans quel contexte où on a été appelé là, à se positionner, ou même des propriétaires d'un terrain nous contactaient pour savoir, OK, j'ai un embarque, est-ce que je devrais le démanteler? De quel endroit provient ce bois? Donc, ça aussi, c'est une question qui a été soulevée dans le cadre du projet sur la rivière Neigette, où le bois provenait de l'amont, mais où on avait des problématiques d'érosion sur des terres agricoles plus en aval. Et à première vue, la MRC, par exemple, disait ben, c'est le propriétaire de la terre agricole en aval qui doit gérer cette problématique-là parce que l'érosion est sur son terrain. Mais là, le propriétaire répondait oui, mais les embarques proviennent de mon voisin qui est quelques kilomètres en amont. Donc, à qui est la faute? Donc, d'où provient ce bois? Et une des questions là, qui est souvent posée. Est-ce causé par une raison naturelle, environnementale ou anthropique? Et est-ce que le bois représente une réelle problématique? Donc, un des défis qui était soulevé, c'était d'évaluer, d'anticiper la contribution à l'habitat faunique versus la gestion des risques là, pour la sécurité civile dans des contextes d'embarque de bois en rivière. Donc, de là, nous est venue l'idée de produire ce guide d'analyse sur la dynamique du bois en rivière et d'offrir aussi un outil qui va aider les gestionnaires de cours d'eau à se positionner si un embarque est davantage problématique ou non. Donc, on veut offrir ce guide-là se veut d'être un ouvrage de référence qui expose les connaissances scientifiques à jour, qui concernent la dynamique du bois en rivière, la dynamique fluviale aussi, et les différentes méthodes là, qui peuvent être utilisées sur le terrain. L'outil est inspiré de l'indice de qualité morphologique et de l'indice de dynamisme morphologique, où on intègre ça dans une quarantaine de questions que les gestionnaires de cours d'eau peuvent utiliser pour se positionner. Ce guide-là se veut aussi complémentaire au guide publié en 97 par la Fondation de la Faune sur les techniques sur le démantèlement d'embarques. Donc, oui, parfois, dans certains contextes, les embarques sont davantage problématiques et lorsqu'il y a une problématique de sécurité civile, ben, effectivement, parfois, on doit retirer ces embarques-là. C'est aussi dans la continuité du rapport scientifique là, de revue littérature qui a été réalisé par Pascal Biron en 2017 sur la restauration de l'habitat du poisson en rivière, qui a été publié là, par la Fondation de la Faune. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là et dans cette continuité-là, mais là, davantage axé sur la présence de bois en rivière. Donc, simplement pour vous présenter un peu la structure du guide, où on présente un peu les enjeux de gestion du bois en rivière, les notions d'hydrogéomorphologie de base, donc un peu hydrogéomorphologie 101, où on aborde les questions de dynamique fluviale, les styles fluviaux, la segmentation fluviale et tout ce qui est une notion d'équilibre et de trajectoire géomorphologique, hydrogéomorphologique. Ou par la suite, on s'attarde au rôle du bois sur la dynamique et la biodiversité fluviale, l'influence globale du bois en rivière sur le système fluvial, les bilans ligneux à l'échelle d'un corridor fluvial et du bassin versant. Donc, quels sont les grands principes ou les grandes composantes d'un bilan ligneux, donc de la production, l'accumulation au transport jusqu'à l'évacuation du bois d'un bassin versant. Quelles interventions dans un contexte de gestion, donc dans l'optique où on doit démanteler un embarque, quelles sont les interventions possibles? Et finalement, on présente là, les 3 grandes études de cas qui ont été réalisées depuis 2010, entre autres sur la rivière Saint-Jean, sur la rivière Mont-Louis et sur la rivière Neigette. Finalement, en annexe, on vous présente pour chaque question, donc afin d'utiliser l'outil d'aide à la décision, basé sur une quarantaine de questions, on a une annexe détaillée qui explique question par question quelle est la logique qu'il y a derrière ces questions-là, qui permet de détailler le système de notes qui a été réfléchi, qui permet aussi là, de comprendre un peu plus. Là, donc, pas besoin d'avoir une maîtrise ou un doctorat en hydrogéomorphologie pour pouvoir utiliser ce guide-là. Donc, vous avez les outils pour pouvoir l'utiliser. Si on regarde un peu plus en détail l'outil, donc l'outil est basé sur 4 grands thèmes de questions qui permet là, de se positionner. Donc, un premier thème qui est une analyse de la dynamique du bois dans votre cours d'eau ou à l'échelle d'un tronçon ou à l'échelle d'un site et d'une dynamique fluviale que vous avez sur votre site qui pourrait être problématique, par exemple.
Donc, 9 questions qui permettent de positionner sur une échelle de 0 à 1, où 0 étant une dynamique fluviale quasi nulle, donc un cours d'eau où aucun rapide, aucune diversité de formes. Généralement, ce ne sont pas des rivières à saumon là, dans ce contexte-là. Et jusqu'à 1 où on est dans une rivière extrêmement dynamique, donc beaucoup d'érosion, beaucoup de changements historiques sur les 50 dernières années. Et à partir des différentes questions, ben, ça permet de positionner où on se retrouve sur cette échelle de 0 à 1. Au niveau de la dynamique du bois, même chose, 12 questions qui permet de positionner, est-ce qu'on est dans une rivière où on a une dynamique du bois qui est très, très importante ou si on a une dynamique du bois qui est plutôt faible. Donc, plusieurs questions par rapport, par exemple, au ratio de la hauteur des arbres par rapport au chenal qui va avoir une influence sur le risque d'accumulation d'embarques majeures. Quel est le pourcentage du chenal obstrué, par exemple? Quelles sont les sources de bois dans le tronçon? Est-ce qu'il y a de l'érosion qui sont associées au bois? Et ainsi de suite. Ça nous permet de nous positionner où on se retrouve. Et on n'a pas mis de frontières exactes là, où on se situe, mais à partir des résultats que vous avez par rapport, par exemple, à la dynamique fluviale et à la dynamique du bois-mort, ben, on pourrait ici, par exemple, se positionner pour dire, OK, on est dans une dynamique fluviale qui est quand même relativement importante avec une note près de 0,7, une dynamique du bois en rivière de 0,6 qui est quand même relativement importante. Donc, il pourrait être suggéré d'avoir des suivis et des études plus poussées en hydrogéomorphologie parce que vous êtes peut-être dans un contexte où l'embarque pourrait être problématique. Donc, on est dans un cours d'eau, donc ça permet de positionner si on est dans un cours d'eau dynamique ou plutôt calme. Ensuite vient l'autre question qui est davantage, qui va regarder les indices qui sont relatifs aux enjeux, par exemple, de sécurité civile versus les avantages écosystémiques, donc relatifs aux habitants en rivière. Donc, encore là, une série de questions qui va nous positionner de 0 jusqu'à 1, ou par exemple, on va avoir des questions sur est-ce que les embarques de bois vont créer une fosse, est-ce que c'est une source d'ombre comme refuge thermique, est-ce que ça permet de créer un habitat riverain, quel pourrait être l'impact d'un démantèlement, influence sur les vitesses d'écoulement, etc. Et de l'autre côté, 8 questions sur les enjeux relatifs à la présence de cet embarque-là sur le site problématique, par exemple. Est-ce qu'on a un espace disponible pour que le cours d'eau puisse être mobile, donc avoir de l'érosion? Est-ce qu'on a des infrastructures qui sont à proximité, des routes, des ponts, des résidences? Est-ce que la mobilité du bois peut être obstruée, par exemple, par un ponceau ou par un pont, par exemple? Quel est le niveau d'aménagement? Donc, plusieurs questions qui nous permettent encore là de se positionner. Est-ce qu'on a des avantages écosystémiques qui sont supérieurs aux enjeux? Et encore là, différentes cases qui permettent de se positionner, savoir est-ce qu'un démantèlement est à considérer ou le maintien est fortement suggéré. Donc, en résumé, cet outil-là ne peut pas répondre à votre place, ne peut pas avoir la réponse absolue, mais ça permet de créer un point de départ là, dans la prise de décision et de savoir comment se positionner par rapport à ça. Ça permet de prendre aussi en compte les différents aspects, autant la dynamique fluviale que la dynamique là, des embarques de bois en rivière. Donc, ça permet, là, à partir d'une quarantaine de questions, de pouvoir cibler cette complexité-là au niveau des environnements fluviales. Promouvoit aussi une meilleure connaissance de la dynamique du bois dans vos cours d'eau et peut initier de nouvelles analyses et études là, quand c'est nécessaire. Donc, ça permet de se positionner. Donc, encore là, ce n'est pas un outil qui va vous dire à 100% qu'est-ce qu'il doit faire, mais ça peut orienter votre décision, peut vous aider aussi à vous positionner par rapport à tout ça. D'un autre côté, pour les prochaines étapes qu'on a déjà regardées, donc c'est examiner l'applicabilité, donc l'aspect pratique avec les gestionnaires, où on travaille déjà avec des gestionnaires des MRC, où on a eu un étudiant aussi l'été dernier qui a travaillé là, sur 6-7 rivières pour aller appliquer cet indice-là pour voir si tout fonctionnait. Et pour l'instant, les résultats montrent que l'outil permet de répondre à la majorité des questions. Donc, on explore aussi actuellement de voir comment ces indices-là peuvent être appliqués et de voir aussi est-ce qu'il peut y avoir un biais de l'opérateur. Si on est dans un contexte où on a un opérateur, par exemple, qui connaît très, très bien la dynamique des bois en rivière versus quelqu'un qui n'a aucune connaissance, on essaie de voir est-ce qu'il y a un biais au niveau de l'opérateur. Et ça peut permettre aussi de fournir des exemples de cas avec des valeurs estimées pour chaque indice, un peu comme le N de Manning, où on pourrait là,
prendre différents cas de figure d'embarque et de positionner dans quel type d'indice, quelle valeur qu'on pourrait se retrouver. Donc, l'outil d'aide à décision est basé sur un fichier Excel qui est mis à jour régulièrement et accessible sur le site de l'UQAC. Donc, où vous avez chaque section ici, donc dynamique du cours d'eau, dynamique des bois en rivière, enjeux relatifs à sécurité et biodiversité, fonctionne avec des macros qui permettent tout simplement de cocher l'élément qui correspond à votre réponse pour chaque question et automatiquement vient positionner automatiquement la note, autant pour la dynamique fluviale liée aux embarques de bois ou sinon pour les avantages écosystémiques et les enjeux de sécurité civile. Donc, on espère avoir des retours. Donc, on est ouvert à avoir des retours d'expérience des gestionnaires. Là. Donc là, on a déjà des retours d'expérience des MRC, mais on est ouvert à avoir des retours d'expérience davantage liés aux gestionnaires, par exemple, de Rivière-à-Saumon. Quelques exemples un peu là, pour vous montrer comment tout ça fonctionne, parce que ça vous permet aussi de connaître peut-être un peu plus votre portion, votre section problématique. Ou ici, là, un exemple qui provient du MRC en Estrie, où on avait un embarque ici qui obstruait pratiquement 100% du chenal. Et la MRC a pris la décision de démanteler l'embarque à la base. Et lorsqu'on utilise nos deux matrices, ben, on voit qu'on avait une dynamique du bois qui était relativement importante. Là, on ne pouvait pas voir en amont, mais en amont, on avait beaucoup de production de bois. Où on est dans une dynamique fluviale qui est relativement faible, mais nos données montrent que le suivi et études sont à considérer. Lorsqu'on regarde au niveau des enjeux relatifs versus les avantages écosystémiques, ben, l'analyse de ce cas-là montre qu'on a davantage d'enjeux relatifs aux enjeux de sécurité civile. Donc, par exemple, un indice de 0, un peu au-dessus de 0,6 versus des avantages écosystémiques en dessous de 0,3. Donc, on est davantage dans un démantèlement qui peut être à considérer étant donné que les enjeux de sécurité civile surplantent les avantages écosystémiques. Là, par la suite, différentes figures là, qui vous sont proposées pour voir, OK, qu'est-ce qui tire le plus ou quelle peut être la problématique. Et là, on voit que c'est vraiment les indices relatifs aux enjeux de sécurité civile qui sont davantage problématiques. Un autre exemple ici, dans une rivière des Appalaches, donc sur la rivière Mont-Louis en Gaspésie, où vous voyez ici un embarque majeur là, qui fait quelques centaines de mètres, donc un embarque majeur, où le propriétaire du terrain ici en aval, donc sur la berge, voulait que la ville démantèle cet embarque-là. Nous, les analyses à la base, avant même que le guide et que l'outil apparaissent, nous, on voyait que cet embarque-là protégeait davantage la berge de l'érosion, que dans une berge comme ça, à 90 degrés, en enlevant cet embarque-là, il y avait beaucoup plus de chances d'avoir une augmentation de l'érosion qu'une diminution de la problématique là, que ce propriétaire-là vivait. Donc, en appliquant notre indice, notre outil d'aide à la décision, bien, on se rend compte qu'on est dans une rivière des Appalaches. Donc, automatiquement, on a un indice de dynamique fluviale qui est relativement élevé à 0,6. Et on a aussi une dynamique du bois en rivière qui est importante, là, donc au-dessus de 0,7. Donc là, suivi étude à considérer. Qu'est-ce qui est arrivé avec le projet de maîtrise de Maxime Maltais qui a travaillé sur cette rivière-là, sur la dynamique des embarques en rivière? Mais lorsqu'on regarde au niveau des enjeux versus les avantages écosystémiques, bien, on se rend compte que cet embarque-là a des avantages écosystémiques très, très élevés, au-dessus de 0,8. Donc, par exemple, vous pouvez voir la création de fosses ici, connexion entre le milieu riverain et le milieu aquatique. Donc, une géodiversité qui est liée à cet embarque-là. Et à l'inverse, au niveau des enjeux relatifs, ben, c'est relativement faible parce que l'embarque protège l'érosion et on le voit à partir des photographies aériennes que l'érosion est ralentie depuis que cet embarque-là est en place. Donc, si on se base sur l'outil, ben, on voit que le maintien est fortement suggéré versus le démantèlement qui était considéré à la base là, par le propriétaire comme étant la solution. Donc, deux petits exemples là, qui vous montrent un peu comment on peut utiliser l'outil qu'on vous propose. Pour conclure, donc les bois en rivière font partie de la dynamique naturelle des cours d'eau et aussi de son équilibre et de cette complexité fluviale-là qu'on va avoir dans les cours d'eau de la Gaspésie et d'ailleurs.
Autant à l'échelle d'un site ou à l'échelle d'un bassin versant, la littérature nous montre qu'on a une augmentation de la géodiversité, de la biodiversité lorsqu'on a présence de bois dans un cours d'eau. Dans un contexte où aucun risque pour la sécurité civile est présent, ben, les recherches préconisent de laisser ou même de réintroduire des bois dans ces cours d'eau-là. L'outil, le guide qu'on vous propose plusieurs méthodes d'analyse et un nouvel outil de gestion qui peut vous aider là, dans la prise de décision et dans le positionnement que vous pourriez avoir par rapport à la présence d'embarques sur un site problématique. Comme je vous disais, on est ouvert à avoir des rétroactions en vue de bonifier le questionnaire, l'outil, pour le rendre le plus adapté possible aux réalités de terrain de chacun et aux besoins des utilisateurs. C'est vraiment dans cette optique-là que le guide a été créé. Et on continue à réitérer qu'il y a une nécessité de revoir les méthodes de restauration et de gestion des embarques au Québec et qu'on doit intégrer cette dynamique-là dans la gestion des cours d'eau au Québec et ailleurs dans le monde. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. C'était fantastique. Je crois que c'était très révélatrice pour nos participants et un outil très utile. Donc, nous allons maintenant passer à la période de questions et réponses. Si vous souhaitez poser une question, s'il vous plaît, utilisez le panneau de configuration de GoTo. C'est la petite boîte grise au coin supérieur droit de votre écran. Vous pouvez lever votre main, c'est l'icône avec la petite main, et nous allons activer votre microphone, ou vous pouvez taper votre question directement dans le panneau de configuration et je la lirai à haute voix. And a little reminder to folks that you also have the option of asking your questions in English if you prefer. Donc, on va donner nos participants une minute pour poser leurs questions. D'accord. Notre première question vient de Mario Dallaire qui pose la question hydrogéomorphologique équivalent à habitat géomorphologique? Je ne suis pas certain de comprendre 100% la question, mais l'hydrogéomorphologie fait référence là, à la géomorphologie fluviale, donc à l'évolution des formes dans le temps d'un cours d'eau. Et les habitats géomorphologiques, c'est d'intégrer les processus naturels dans le cours d'eau pour recréer, par exemple, des habitats. Je crois que j'ai mal posé la question. Je crois que sa question est HGM. Est-ce que c'est l'équivalent à quoi? Oui, AGM, c'est hydrogéomorphologie, donc c'est l'acronyme d'hydrogéomorphologie. D'accord, merci beaucoup. Lorsqu'on attend les questions, j'ai une petite question. Je crois que, comme j'ai dit, je crois que votre outil sera très utile pour tout le monde. Je me demande, parmi les prochaines étapes, est-ce que vous avez des plans de traduire le guide en anglais? Oui, effectivement, c'est un souhait qu'on aimerait bien traduire ce guide en anglais. Là, pour l'instant, à partir des fonds qu'on avait obtenus, on n'a pas les fonds nécessaires actuellement pour faire une traduction professionnelle, par exemple. Mais c'est dans les options qu'on regarde actuellement là, pour essayer de trouver une façon là, de pouvoir financer une traduction de ce guide-là. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Donc, je crois que peut-être il y avait une autre question de Mario Dallaire. Mario, est-ce que vous avez une autre question? Non, en fait, j'avais vu, j'étais simplement revenir sur ma question. HGM, je croyais que c'était habitat géomorphologique, mais c'est hydromorphologique. Oui, effectivement, c'est hydrogéomorphologie, mais on pourrait rajouter un H et mettre HHGM pour habitat hydrogéomorphologique, là, qui considérait les processus naturels en rivière, par exemple. Juste un petit commentaire comme ça pour terminer. Je te félicite, c'est intéressant. Deuxième chose, je vois la progression aussi. Là, anciennement, on nous demandait d'enlever tout le bois possible dans les ruisseaux
les tributaires, maintenant, c'est plus le cas. Je trouve ça vraiment intéressant, puis je suis tout à fait d'accord avec ça. Oui, effectivement, il y a un changement. On l'observe autant au niveau de l'hydrogéomorphologie qu'on entend de plus en plus parler, si on compare à 10-15 ans, ou au niveau des ministères ou de la population en général, on ne parlait pas d'hydrogéomorphologie, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus pris en compte. On est très heureux de tout ça. Et même chose au niveau des embarques. Là, je pense que les 10 dernières années où on a poussé très fort là, pour que les embarques là, soient conservées dans les cours d'eau. Je crois que ça fonctionne et on en est très heureux et effectivement, je crois que c'est une bonne chose pour la préservation des processus naturels en rivière. Merci beaucoup. Notre prochaine question vient de Raphaël Leblanc. Si l'embarque est enlevé et qu'il arrive de quoi, on est couvert au niveau d'assurance. Si on passe en mode de gestion et qu'il advient un problème malgré l'application fidèle des bonnes pratiques, ce guide peut-il avoir un poids juridique maintenant ou plus tard? Ben, pour l'instant, ce guide-là n'a pas de poids juridique là, et on le spécifie aussi là, dans l'introduction du guide là, que ce guide-là ne peut pas être utilisé là, comme étant une assurance là, pour dire, OK, regardez, on s'est basé sur l'outil de Boivin, Maltais et Buffin mélangé, mais dans un contexte où, par exemple, il pourrait avoir une poursuite, ben c'est certain que le fait d'utiliser, par exemple, un outil comme ça démontre que vous avez quand même pris en compte là, cette problématique-là, vous avez fait l'analyse et dans le contexte, au moment où vous avez établi l'indice, par exemple, à ce moment-là, la problématique n'était pas présente, mais ça peut quand même là, démontrer que vous avez pris au sérieux cette problématique-là, vous l'avez analysée sans démanteler l'embarque systématiquement. Mais effectivement, dans un contexte de poursuite ou de problématiques qui pourraient survenir, c'est pas une assurance tout risque d'utiliser notre outil, par exemple. Il a dit merci. Donc, je crois que c'est une dernière question. Je vous remercie à nouveau pour votre excellente présentation. Comme j'ai dit, je crois qu'il serait très, très utile pour nos participants. Un petit rappel aux participants, notre prochain webinaire aura lieu le 5 février. Monsieur Sébastien Pardo de l'Université de Dalhousie fera une présentation sur le cycle biologique du saumon, la modélisation et les tendances spatiales et temporelles. Cette présentation sera en anglais. Le prochain webinaire en français sera le 12 février. Monsieur Shane Boyd de l'Alliance de bassin versant Petit-Kodiak va parler de l'évaluation des ponceaux comme obstacle au passage de poissons et de ses expériences de bassin versant Petit-Kodiak. Donc, c'est la fin de notre session de webinaire aujourd'hui. Je vous remercie pour votre participation. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.